Associé à cette reconstitution des faits ou alors à ce pardon historique des preuves, des faits, la restitution des objets volés à ce peuple était à l'ordre du jour. Chose promise donc 5 mois plus tard, c'est acté. L'Allemagne a remis 20 objets en bronze de l'époque coloniale, 20 objets qui appartiennent désormais au Nigeria. On va revenir en image, cher monsieur. Je vous propose de revoir cette réunion qui avait été tenue, un protocole d'accord qui avait été signé entre les deux pays, le Nigeria et l'Allemagne, en vue justement de réparer ce tort historique causé par la colonisation. Nous sommes le 1er juillet. Je vous propose de regarder cet extrait. Après la Grande-Bretagne et la France, c'est au tour de l'Allemagne de signer avec le Nigeria un accord permettant à ces objets historiques de prendre le chemin du retour. Aujourd'hui, nous avons des raisons de nous réjouir, car nous sommes parvenus à un accord historique. Les bronzes de Bénin rentrent au pays. Pour la chef de la diplomatie allemande, c'est une manière pour son pays de confronter son passé colonialiste. C'est le début de la réparation des torts. Comme je l'ai dit, ce n'est que la première étape. D'autres accords de ce type suivront. Et c'est pourquoi c'est aussi historique pour nous, parce que c'est le début de la confrontation avec notre histoire de colonialisme. Cet accord a pris plusieurs années de négociations entre le Nigeria et l'Allemagne, qui détient des milliers de bronzes de Bénin dans le sud du Nigeria actuel, des plaques et des sculptures en métal datant du XVIe au XVIIIe siècle. Ces œuvres ont été volées dans le palais de l'ancien royaume, un accord salué par les autorités nigérianes. Je suis ravi de participer à cet événement prometteur qui, à mon avis, restera comme l'une des journées les plus importantes de la célébration du patrimoine culturel africain. L'Allemagne a pris la tête des efforts pour corriger les erreurs du passé. Ces bronzes, parmi les plus réputés dans l'art africain, sont dispersés dans plusieurs musées européens après avoir été pillés par les Britanniques à la fin du XIXe siècle. L'Allemagne détient à elle seule environ 1100 de ces objets répartis entre une vingtaine de musées. Merci à nos confrères de VOA Afrique qui revenaient justement sur cette journée historique. Le 1er juillet 2022 se signait donc un accord de restitution de ces objets volés durant la période coloniale. Il faut préciser justement que même si l'Allemagne n'a pas forcément colonisé au premier chef cette période de l'Afrique, on parle bien du Nigeria et du Bénin, il se fait que plus tard, ceux qui l'ont colonisé, les Anglais, ont vendu des objets justement à ces Allemands qui savaient d'où ils provenaient, mais qui les ont quand même achetés en toute connaissance de cause. Ici, dans cette logique de restitution de ce patrimoine culturel africain, que l'Allemagne s'inscrit aujourd'hui. Alors, passons par Fendom. 20 objets ont été rendus au Nigeria. Il en reste plus de 800, car on le disait encore dans cet élément, c'est pratiquement 1100 objets qui sont répartis dans les différents musées allemands et qui sont visités à grand renfort de pièces trébuchantes et sonnantes. 20 insignifiants ou alors prometteurs? C'est plus qu'insignifiant. Parce que ces objets n'avaient pas seulement une dimension culturelle. La plupart de ces objets avaient aussi une dimension culturelle. Mais on a détruit nos rites. On a tenté de détruire notre spiritualité par cette opération de rapine. Que sont les sociétés africaines aujourd'hui? Et la question que je me pose de plus en plus, quelle va être en réalité la place de ces objets dans notre conception de la spiritualité africaine nouvelle? Ne me volez pas cette question, car elle fait partie des choses que je vous demanderai en fin d'émission. Donc, je veux donc pour vous dire, pour moi c'est un pis-aller. J'ai mal au cœur quand je vois un problème posé. Il est un problème fondamental. C'est celui de ces flibustiers, ces espèces de brigands
Il y a eu des pirates qui ont foncé, qui ont fondu dans notre continent, ont détruit complètement la culture de notre continent, ont pris ces objets qui fondaient l'identité même de notre continent, les ont amenés là où ils les ont amenés, et quand la question devient pressante, n'est-ce pas, d'une rétrocession digne de ces objets d'art qui, d'ailleurs, j'espère que je ne vais pas vous voler encore quelque chose, contribue non seulement à enrichir ces pays, sur le plan sonnante et trébuchante, comme vous dites, mais aussi à donner une dimension touristique essentielle à ces pays. Les gens partent du monde entier, d'autres uniquement pour visiter les musées occidentaux, avec pour principal objectif essayer de voir ces objets d'art africains. Et c'est ça le drame dans l'affaire. Alors, quand vous retrocédez, j'ai vu cette dame-là, tout à l'heure, Mandem parlait de dithyrambique en parlant de sa présentation, mais elle est plus que dithyrambique. Elle nous donne l'impression que, enfin, c'est le ciel qui est en train de s'ouvrir pour les Africains. On vous restitue vers les objets d'art. Donc c'est quelque chose de tellement important, de tellement extraordinaire, que cela demande à être vraiment célébré. Je dis qu'il faut arrêter de se moquer des Africains. Il faut arrêter de se moquer des Africains. Bon, maintenant, je crois que l'autre côté, avec ta permission, on va essayer de l'aborder, de notre propre responsabilité. D'accord. Dans ce qui... Pour la suite, quoi. Pour la suite, voilà, merci. On en vient. Donc, Diabaté Mandé, vous ne partagez pas l'optimisme. Enfin, vous êtes peut-être plus ou moins optimiste que Passion Pafendom devant cet accord qui a été signé et qui peut-être contribuera à marquer le premier pas vers la reconnaissance non seulement de ces crimes qui ont été commis, mais aussi de l'acquisition ou la réacquisition par l'Afrique de ces objets qui sont fortement attachés à sa spiritualité et à ses racines. Ben, écoutez, je reste dubitatif. Je suis un homme par nature très optimiste, mais je reste dubitatif lorsque je vois ce qui se passe autour des objets d'art. Pafendom a eu le mérite de parler de ce que les Européens peuvent perdre en restituant ces objets d'art. Il faut comprendre que l'art est intimement lié à la religion en Afrique. L'art, c'est-à-dire que pour comprendre la dimension ésotérique, la symbolique ésotérique qu'il y a dans l'art, il faut puiser dans la religion, connaître la religion en Afrique, pour comprendre que l'Afrique a une faculté, c'est-à-dire que l'art représentait en fait ce lien indissoluble qu'il y avait entre la divinité et les hommes. Donc, pour faire les objets de culte, dans la ritualisation de notre religion, il y avait toujours des symboles. Les masques, c'était ces symboles-là. Je vous prends un exemple. La statue Ngonso de l'Empire So, c'est-à-dire cette statue qui fait le bonheur du musée Humboldt. Le musée Humboldt en Allemagne, à Berlin, c'est le musée qui a le plus d'objets d'art africains. Et sa star, c'est une statue So, du royaume So, à Mancon. Et cette statue-là est en Allemagne depuis plus de 150 ans. Et elle vaut au bas mot 50 millions. 50 millions. Au bas mot 50 millions. Vous ne pouvez pas connaître le nombre de personnes qui viennent du Japon pour venir visiter cette statue. Donc, dernièrement, le même musée a vendu un masque Mabi, ce que vous appelez Mabéa au Cameroun, qui valait 1,5 milliard. 1,5 milliard. C'est tout pour vous dire l'importance que cela revêt pour les Européens qui connaissent qu'il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension économique forte à cette histoire qui fait que
restituer ça à l'Afrique, c'est comme s'ils devaient se dépouiller pour enrichir les Africains. C'est-à-dire qu'il fallait créer d'autres pôles culturels à travers le monde et eux, ils perdraient l'argent. Non, ils ne peuvent pas. Des statuts qui vont permettre à l'Afrique de se retrouver sur le plan spirituel, ils ne peuvent pas l'accepter. Si l'Afrique se retrouve sur le plan spirituel, sur le plan politique, elle sera intenable. Parce que la spiritualité met l'homme en confiance. Parce que ça te met en rapport avec la divinité. Ça te met en rapport avec ta nature intrinsèque. Du coup, tu te remets, tu es en confiance. Quand tu sais que tu as ton gris-gris légué par ton grand-père qui est dans ta poche, tu es intouchable, tu es invincible. Donc, psychologiquement, tu es difficile à battre. Or, les Africains, pour que les Africains soient dépendants, c'est-à-dire taillables et corveillables sur le plan économique, il faut qu'ils soient assujettis. Il faut qu'ils soient complètement dominés sur le plan culturel. Qu'on leur dise que non. Même qu'ils intègrent dans leur esprit qu'ils sont faibles, qu'ils sont petits. Que c'est dans l'ordre des choses que l'Africain doit être dominé. Que l'Africain doit être pauvre. C'est ça. Donc, vous voyez que à partir de ce présupposé, pensez que eux, les Européens, puissent avoir un dialogue franc avec les Africains, allant dans le sens de la restitution des objets d'art, c'est de la duperie, c'est du banditisme. Ils n'ont aucun intérêt à cela. Et ça, c'est le ministre des colonies belges dans les années 1840 qui l'a dit. Il a dit que les gars qui venaient au Congo, les administrateurs qui venaient au Congo, à ce qu'on appelle la RDC aujourd'hui, on dit que allez là-bas, dites à tous les Noirs que les objets d'art là, ce sont les objets du diable. Ce sont les objets du diable. Donnez-nous ça, on va brûler. Et les Noirs sont venus, ils ont donné. Les Noirs ont donné. Ils sont rentrés à Bruxelles avec. Et ils ont bâti de très beaux musées où ces objets d'art trônent. Et quand les touristes viennent, ils ont à cœur de dire ça c'est une statuette Baluba. Ça c'est une statuette, le dieu de la guérison, le dieu de ceci. Oui, ils gagnent beaucoup d'argent là-dedans. Et ça, c'est le cubisme qui nous a montré, Sansara, le mouvement cubiste qui a inspiré le plus grand sculpteur de l'histoire occidentale, Michel-Ange. C'est le cubisme, c'est Tristan Tzara. Et Tristan Tzara a pris où? Dans l'antique royaume du Bénin. Et l'antique royaume du Bénin n'était pas un royaume isolé sur le plan de l'art en Afrique. Il y a cette propagation au sortir de la dispersion en Égypte. Chacun des royaumes a gardé ses sculpteurs. Parce que la sculpture fait partie de la religion. Donc, c'est Cheikh Anta Diop qui disait 2 semaines avant de mourir, quand il est venu ici, il est entré au musée royal à Foumban. Il a dit qu'il a trouvé la capacité, il est capable de faire une autre thèse de doctorat d'État pour prouver l'antériorité nègre sur la civilisation égyptienne. C'est clair, il dit que c'est clair. Je suis intimement convaincu que c'est nous la civilisation égyptienne. Parce qu'il a dit, le sultan Djoura n'a jamais rêvé une écriture. Au contraire, il a eu le mérite de garder les sultans Bamoun ont eu le mérite de garder dans le sultanat Bamoun une génération de scribes qui maîtrisaient l'art de l'écriture, une génération de sculpteurs qui maîtrisaient l'art, qui savaient lier la sculpture à la religion. Donc, c'était clair, tout ce qu'il a vu au royaume, au musée royal à Foumban, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte complètement. Donc, ils ont reproduit complètement l'Égypte ancienne. Tous les artefacts qui sont au musée royal à Foumban proviennent exactement des bas-reliefs égyptiens. Ils sont semblables à 100%. Donc, tant dans la modélisation, tant dans la ritualisation funéraire, tant dans l'écriture, il y a une identité quasi parfaite. Donc, malheureusement, il est mort quelques jours après, sans jamais nous livrer les secrets qu'il y avait dans sa mallette. Parce qu'il avait trop travaillé, il avait travaillé au musée royal, et s'était enfermé dans le musée royal, il a longtemps travaillé, et malheureusement, la mort l'a pris, un peu comme Kalala Omotonde. Oui, on aurait tellement aimé que ces gars aillent au bout de leur recherche. Ça nous aurait fait avancer, ça aurait mis de la lumière sur un certain nombre de questions.
Donc, la question de l'art aujourd'hui est centrale dans le développement de l'Afrique. Il faut que les gouvernements africains qui croient toujours que le ministère de la Culture, c'est le ministère des danseurs. C'est-à-dire, quand on veut danser, Bambambé, on nomme un gars ministre de la Culture. Non. C'est Malraux, lorsque De Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il a dit à Malraux, je te nomme à quel ministère? Et Malraux a dit, ministère de la Culture. De Gaulle lui a dit, mais un ministre d'État qui sera ministre de la Culture, il dit, c'est le plus grand des ministères. Le ministère de la Culture. Donc la culture, c'est quelque chose de formidable. Et là, la question des objets d'art est fondamentale dans la problématique de la libération de l'Afrique. La question des objets d'art. Et merci justement pour ce petit cours historique qui nous a plongé dans les méandres même de l'origine de ce qui a dû là-bas, mais qui a pris naissance ici. Le cubisme qui, selon les Occidentaux, est un mouvement qui naît au début du XXe siècle, en 1907, avec de grands noms comme Michel-Ange, mais également Pablo Picasso, mouvement révolutionnaire qui donne des formes justement aux peintures jusque-là plates. On a compris que ça vient certainement de l'Afrique. Et justement, est-ce que la remise, la restitution de ces objets d'art, ou à tout le moins l'accord qui sous-tend cette restitution, n'est pas le début, si ce n'est quelques soubresauts appréciés de la reconnaissance d'une part de ces pays colonisateurs du mal, du grand mal qu'ils ont fait à l'Afrique, mais de l'autre des envies et des velléités vraiment profondes de l'Afrique à rentrer un peu plus dans son histoire en recouvrant ici et là toutes les parts qui lui ont été volées? C'est tellement complexe votre question, la mesure où elle pose des problématiques en amont, en aval, c'est-à-dire est-ce que l'Occident reconnaît après tout qu'il a spolié l'œuvre du génie créateur africain, et de l'autre côté, est-ce que pour l'Afrique ce n'est pas un début dans quelque chose qu'on pourrait appeler je sais pas, de nouveau? En tant qu'écrivain, homme politique, je crois que tout ça là c'est de la duperie. Ça n'a aucun sens historique pour l'Afrique. Je vous le dis et vous le démontrer. Premièrement, il y a dans ces gestes une historiographie à rétablir. Et il y a aussi un contexte colonial à démontrer, et enfin la symbolique même dans ces temps. Qu'est-ce que ça représente pour nous les Africains? On ne peut pas parler de tout ça si on ne dit pas que c'était dans un contexte violent où les Britanniques ont envahi l'Afrique, en particulier puisqu'on parle du royaume du Bénin, qui prenait une partie du sud du Nigeria et une partie du Bénin actuel. C'est ce qui faisait le royaume du Bénin. Et donc, ils ont massacrer les gens, parce que c'est ce qu'il faut rétablir d'abord. Il faut rétablir les contextes historiques. Ils ont massacré des populations autochtones, ils ont tué des gens, ils ont effacé, ça c'est quelque chose qu'il faut rétablir, ils ont effacé toutes les traces qui liaient les populations noires à l'Égypte antique. Et là je vais rejoindre mon ami et confrère Mandingue et les grands frères dans quelques éléments qu'ils ont évoqués pour vous montrer la gravité de cet incident. Donc, non seulement qu'ils ont détruit des populations, il y a eu beaucoup de morts, on n'a jamais compté le nombre de morts qu'ils ont massacrés, ils ont détruit les patrimoines culturels, toutes les traces qui liaient les populations noires africaines avec l'Égypte antique. Moi, je suis congolais, je peux vous démontrer ce qu'ils ont fait au Congo. Je pense que Mandela a commencé à parler là-dessus. Chez nous, au Congo, il y a des grottes où, quand vous y arrivez, il y avait des hiéroglyphes. Les Occidentaux ont bombardé volontairement, ils ont oublié de bombarder une antichambre d'une grotte où les mots Aka en hiéroglyphes sont inscrits jusqu'à ce jour. Nous avons retrouvé les pierres, nous avons identifié. Donc, il y a un lien entre la population noire africaine et l'Égypte antique qui est indéniable. Et c'était la première opération, il fallait détruire cela. Parce que l'objectif était de s'accaparer de l'Égypte antique, de cette civilisation, pour dénier à l'homme noir tout droit à l'autodétermination. Donc c'était ça l'opération primordiale. Et pour y arriver, il fallait utiliser des méthodes fortes. Le massacre, le viol et la destruction systémique. Ça c'est de deux. Maintenant de deux. Les contextes coloniaux et que
les Britanniques ont volé tous ces biens, ils ont emmené en Occident, ils ont vendu. Je pense que le plan économique vous a déjà été brossé par Henri Diabaté. Combien d'années ont-ils fallu pour visiter un musée? C'est de l'argent. Combien d'années ces gens ont bénéficié des œuvres africaines? Donc s'il fallait restituer les œuvres, je pense qu'il fallait d'abord réparer les torts qui ont été causés, non seulement au patrimoine, mais aussi aux populations qui ont été décimées. Après, il fallait restituer les bénéfices qu'ils ont tirés de ces œuvres. Mais puisqu'il faut commencer quelque part, est-ce que ce n'est pas le début du processus justement? On arrive là. Il fallait d'abord faire le bilan des avantages qu'ils ont engrangés derrière l'exposition de ces arts. Déjà les Britanniques, aujourd'hui, ils ont volé, on dit, ils ont répertorié plus de 3000 objets qu'ils ont volés, mais c'est bien plus que ça. Maintenant, ils ont vendu ça dans le monde entier. Aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Belgique, partout, ils ont vendu. Parce que ça représentait quelque chose de très important. Donc, ils ont gagné des milliards et des milliards. Année après année, ils ont gagné des milliards et des milliards. Si on veut nous restituer 20 objets seulement, commencez d'abord par nous montrer les gains que vous avez gagnés derrière ça et commencez par restituer ne fût-ce que 10% de ce que vous avez gagné. C'est tellement énorme qu'il ne pourrait jamais vous faire une statistique en termes de gains, en termes de ce qu'ils ont, ce que les œuvres africaines leur ont rapporté. Ça c'est troisièmement, je chute par là, c'est en termes d'image. Ils savent. Vous savez, moi je suis écrivain. Et je parle devant des éminents panafricanistes ici. Quand on parle d'œuvres d'esprit, on parle de propriété intellectuelle. Donc l'Occident sait bien qu'il ne possède pas la propriété intellectuelle de ses œuvres. Mais il s'en est quand même accaparé pendant des décennies, pendant des siècles. Donc vous avez volé, vous avez pillé, massacré, volé, violé, détruit un patrimoine. Et aujourd'hui, vous venez pour nous dire que nous vous restituons 20 œuvres que nous avons volées. Je pense que c'est du mépris à la rigueur, c'est vraiment du mépris. C'est du mépris. Et je pense que les gouvernements africains qui m'écoutent, qui savent ma verve, ne devraient pas montrer ça à Mondovision. C'est du mépris. Tout simplement, c'est du mépris. Tout ce qui ennoblit aujourd'hui les musées européens devrait être rétrocédé aux Africains avec des indemnités et des réparations historiques énormes. Si cela n'est pas fait, tout ce que nous vivons là, c'est du théâtre. Du théâtre. La note est-elle pleine d'espoir ou alors devrait-elle faire enrager un peu plus ces Africains en quête de reconnexion avec leur patrimoine culturel? En tout cas, nous continuons à épiloguer sur cette question. Il est 8h36 à Abuja. Au début 48 heures, ces 20 artefacts ont été rendus, restitués à un musée de ce pays, le Nigeria, justement, qui rentre donc en possession d'une partie, infime peut-être, mais une partie tout de même, de ce patrimoine africain volé aux époques, fortes époques de la colonisation. Je vous propose encore, messieurs, de voir la réaction justement de ces officiels nigérians et par là même de ceux qui se voient investis de la lourde mission de restituer et de reconstruire ce passé-là. On parle bien de l'Allemagne qui a décidé, qui a accepté, entre guillemets, de remettre ces objets. Berlin a restitué une vingtaine d'œuvres d'art pillées par les troupes coloniales britanniques il y a plus de 100 ans dans le sud-ouest du Nigeria, autrefois appelé le royaume du Bénin. Signe de la valeur hautement symbolique de ce geste, la ministre allemande des Affaires étrangères s'est rendue à Abuja afin de personnellement remettre ces objets. Nous sommes ici pour réparer un tort. Des fonctionnaires de mon pays ont un jour acheté les bronzes, sachant qu'ils avaient été volés. Après cela, nous avons ignoré pendant très longtemps l'appel du Nigeria à les restituer. C'était mal de les prendre, mais c'était aussi mal de les garder.
C'est une histoire de colonialisme européen. Ces artefacts font partie des plus de 1000 objets que l'Allemagne s'est engagée à renvoyer. La plupart ont été volés en 1897 lors d'une expédition britannique destructrice durant laquelle des milliers de plaques métalliques, de sculptures et d'objets réalisés entre le XVIe et le XVIIIe siècle ont été pris, des trésors considérés comme faisant partie des plus beaux objets d'art africains. Nous ne rendons pas de simples objets au peuple nigérian aujourd'hui. Nous avons appris de vous au cours des dernières années. Ce que nous vous rendons fait partie de votre histoire. Ce que nous vous rendons fait partie de ce que vous êtes. Berlin n'est pas la seule à vouloir rectifier les erreurs du passé. Paris, Bruxelles et Londres ont tenu les mêmes promesses. Institutions détenant la plus grande collection de bronze du royaume du Bénin, la pression est particulièrement forte envers le British Museum. Le British Museum et tous ceux qui détiennent nos artefacts doivent comprendre que l'heure du rapatriement est venue. Ils doivent également comprendre que nombre de ces objets culturels ne sont pas de simples œuvres d'art pour nous, mais la véritable essence de notre être. Le mois dernier, le musée Horniman de Londres a remis 6 objets de sa collection à une délégation nigériane. Des objets qui arrivent en compte-gouttes. En tout cas, pour le cas d'espèce, c'était le 21 décembre dernier. Le Nigeria recevait donc ces 20 objets de bronze venus tout droit des musées d'Allemagne. Djabaté Bandeng, dites-nous, qu'est-ce qui revient exactement? Vous le précisiez tout à l'heure, la valeur spirituelle et culturelle de ces objets-là. La caste des forgerons, par exemple, à l'époque antique, était une caste comme considérée un peu divine, car c'était le rapport avec le divin était profondément acté dans la fabrication de ces objets-là. Des métaux en bronze qui reviennent après ce long séjour loin de leur terre. Qu'est-ce qui revient? Du fer, du bronze, ou alors véritablement l'âme de ces choses comme c'est parti? Est-ce qu'on peut garantir justement que cet âme est revenu? Écoutez, le bronze, ou bien les différents alliages qui ont été utilisés pour faire les statuettes, en fait, c'est superfétatoire, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'esprit véhiculé par la statuette, par l'objet. C'est ça qui est important. L'est-il encore en l'état? Oui, il reste. On ranime. En Afrique, on ranime. C'est-à-dire qu'on met la bulle positive dessus et ça prend. Oui, une fois que ça rentre au village, ça reprend. Vous savez, il y a chez nous les objets rituels qui font partie de la religion traditionnelle, ce que nous appelons religion traditionnelle. Ils peuvent rester. Moi j'ai vu, mon père était l'héritier de son grand-père, mais il est resté longtemps en Europe. Les objets étaient gardés ailleurs par ma grand-mère, et c'est quand mon père rentre. Des objets étaient en Europe aussi ou non? Ils étaient ici. Voilà. Ils étaient gardés par ma grand-mère, mais ils étaient inanimés. Quand mon papa est rentré, on les a animés. On leur a donné de la vie. Oui. Mais ils n'ont pas fait le grand voyage. Ils sont restés sur la dernière. Oui, mais oui, attends. Le vrai problème, c'est qu'il y a tout un processus de réanimation. Donc, il faut que ça retrouve son endroit idéal pour que les grands prêtres de la nuit, ils redonnent de la vie. Est-ce que ce n'est pas ça justement le vrai souci? Est-ce qu'aujourd'hui ils se résolvent à remettre ces objets, mais est-ce que les Africains justement ne reçoivent pas que des objets? L'essence est-elle encore là? Oui, l'essence est là. L'essence est là. Écoutez, le problème important, c'est qu'il faut qu'ils reviennent. Il faut que la relique revienne. Mais maintenant, est-ce que c'est la vraie relique ou c'est une copie de la relique? Parce que les Européens, ils sont capables de tout. Ce sont des truands, ils sont capables de tout. Parce qu'ils vont vous dire, on vous remet 20 objets. L'Allemagne seule, en Allemagne, officiellement, ils ont répertorié officiellement. Tous les musées, ils nous disent que c'est environ 700. Bon, maintenant, les collectionneurs privés alors. Or, il y a des gars qui ont des collections à titre privé qui sont impressionnants. Moi, j'ai un ami malheureusement qui est décédé, le professeur Yingang Mouyou,
qui avait son petit musée personnel qui renfermait des pièces souvent inestimables. Oui, des pièces inestimables, des pièces artistiques inestimables. C'est-à-dire qu'il a glané à travers l'Afrique. Imaginons-nous alors les grands collectionneurs en Europe. Si vous allez seulement apprendre, lorsqu'ils ont un problème, il y a une vente secrète chez Sotheby. On vous dit il y a un masque funéraire qu'on a acheté à 1,5 milliard. Oui. Donc il faut comprendre. Peut-être s'il y a un gars qui a pu dérober ça là-bas chez un collectionneur et il vend. Mais véritablement les collectionneurs, vous ne savez jamais. On ne connaît pas leur nombre. Mais je vous dis que quelque part l'Afrique a besoin de ces reliques. Quand les reliques reviendront, pourvu que ce soit les vraies reliques, quand elles reviendront, on pourra faire quoi? On pourra les ranimer. Maintenant, est-ce qu'on a gardé la technologie? C'est ça le vrai problème. Est-ce que nous avons gardé la technologie de la réanimation? Est-ce que les grands prêtres existent-ils encore? Ont-ils le temps de transmettre leur sagesse? C'est ça le problème. Est-ce que la chaîne s'est coupée ou bien c'est autant de choses. Vous avez parlé d'une caste qui est très importante, la caste des forgerons. Nul ne peut être forgeron si ses ancêtres n'étaient pas forgerons. Ça, c'est clair que dans le royaume Bambara du Ségou, si ton ancêtre n'était pas forgeron, tu ne pouvais pas être forgeron. Et pour être forgeron, il fallait posséder, il fallait être initié dans le rite. Parce que la forge est au cœur de l'industrie. Oui, la forge est au cœur de l'industrie. Et l'industrie est au cœur du développement. Le développement, c'est la vie. Donc, pour connaître, vous savez, le principe, et ça, lorsque la science, des Occidentaux ont pu, mettre ça en évidence dans les livres. Nous, on connaissait ça en Afrique depuis des millénaires, le secret de la forge, du souffle. Pour que le fer puisse être maniable, il faut le chauffer, il faut le pousser, il faut le conduire à une certaine température. Oui, donc de cette hydrolyse, quoi, on parvenait à avoir des objets de guerre, des objets qu'on pouvait utiliser dans l'agriculture. Donc, les mines de bambou, les mines de Ferlo, de Karta, ont servi par exemple à Sundiata Keita pour se bâtir un empire très fort. Donc, avoir des armes de guerre pour résister à l'étranger, parce que Sundiata avait constaté que pour défendre son royaume, on a beau être riche, mais pour défendre ses richesses, il faut nécessairement avoir une armée forte. Et pour avoir une armée forte, il faut avoir des armes. C'est-à-dire que c'est ce qui manque le plus aux Africains maintenant, il faut avoir des armes. Donc, cette technologie-là était inspirée par qui? Par les forgerons. Les forgerons, c'était des initiés qui avaient compris comment ça machinait. Donc, c'est clair que maintenant, il faut trouver, est-ce que tous les forgerons africains sont-ils prêts? Existent-ils encore? Sont-ils capables de réanimer le lien? Le lien qui a été coupé. Donc, c'est autant de choses qui sont véritablement importantes. Mais si aux Africains, par exemple, je parlais d'entrée de jeu de l'art Mabi. Peut-être l'art Mabi est le plus important de l'Afrique indépendante. Les Mabi, c'est les gens qui sont à Kribi, sur toute la côte à Kribi. C'est peut-être l'art le plus important d'Afrique. En quoi? En termes de... sur le côté prolifique, le côté de... je parle du côté prolifique des œuvres d'art. D'un autre côté, je parle de la qualité esthétique des pièces qui sont assez uniques, qui sont assez rares. C'est un art qui est complètement, qui a été complètement détruit par la religion, par les religieux. Parce que les religieux ont tout fait, puisque cet art était lié au culte sacré du Mweri, du Ngi. Vous entendez le nom Ngi? Du Ngi, du Mweri. Donc, tout cela, ce sont, si vous allez en RDC, vous allez retrouver les mêmes mythes, les mêmes rites
traditionnel. Mais les religieux ont tué ça. Donc pour enlever les gens dans ces rites, il fallait les empêcher de détenir ces masques funéraires. Il fallait détruire tout ce processus de ritualisation religieux. Alors, les Occidentaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous coupent de ça et ils vous présentent Jésus-Christ de l'autre côté. Et ils vous disent que les reliques, c'est Satan. Mais, et c'est là où Kibangu, qui était un prophète congolais, Kibangu dit, mais vous connaissez-vous une seule église qui ne soit pas bâtie sur des ossements humains? Pourquoi vous dites que les ossements humains, c'est les affaires de Satan? Donc, c'est ça. Donc, du coup, Kibangu s'est mis mal à l'aise avec eux. Parce qu'ils ont trouvé que le type là doit mourir. Parce qu'ils posent des vraies questions. Ils posent le vrai questionnement. Comment faire pour mêler Dieu à la question, c'est-à-dire la vision africaine de Dieu, de Jésus-Christ, du messianisme chrétien. Donc, c'est un peu ça. Et tout cela, c'était souvent basé sur la ritualisation artistique. Mais c'est pourquoi je dis c'est possible les masques funéraires ont été remis, mais ce ne sont pas souvent les masques les plus importants. Et même quand ce ne sont pas les masques les plus importants, elles tombent sur que ce sont les vraies reliques ou bien ce sont des copies. Parce que peuvent-ils prendre le risque? Remarquez que le trône du sultan Njoya avait été remis aux Allemands. Imaginez-vous la portée culturelle de ce trône s'il revient au musée royal à Fumban. Les gens viendront du monde entier pour regarder ça. Économiquement, ça rapporte énormément d'argent. C'est-à-dire des billets d'avion. L'économie locale sera dopée. Le musée même, il sera très fort. Donc, les Européens ne peuvent pas accepter perdre de l'argent et créer de nouveaux pôles. Accepter qu'on crée de nouveaux pôles religieux parce qu'il y a un aspect que beaucoup d'Africains ont émis. Ils ont dit que c'est bon de remettre les pièces d'art, mais c'est aussi bon de nous aider à créer de bons musées. Exactement, c'est un point sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc, voilà, donc le problème là, je vais revenir rapidement en 5 secondes. Le problème, c'est de savoir, au niveau des reliques, sont-elles de vraies reliques, les reliques originales, ou bien ce sont des copies? Ben, ce sont des copies, sur le plan spirituel, ça n'aura aucun effet. On aura beau les réveiller, la photocopie n'est jamais l'original, on aura beau les réveiller, elles n'auront plus le même effet, le même impact sur la société. Donc, dans les motifs, la religion, c'est quoi? C'est reléguer, c'est relier les hommes. Or, si la religion ne peut plus vous relier, parce que la religion africaine qui est basée sur les masques, sur la ritualisation artistique, ne parvient plus à se réconcilier avec ces motifs, c'est clair que la religion ne peut plus sauver les Africains. Et c'est bien ça le drame de cette Afrique. Mais oui, nous sommes ici dans le but d'éduquer justement, afin de vous mener de quelque manière que ce soit à retrouver le chemin de grandeur tel que voulu par nos pères. Justement, elle a dit des choses assez intéressantes quand même, au moins dans le vocable. La ministre des Affaires étrangères qui a fait le déplacement d'Abuja pour remettre personnellement ces objets au gouvernement nigérian, et elle a utilisé des expressions du genre volé. Nous savions que c'était des objets volés. Notre tort a été de le savoir, de les acheter et de les garder tout de même. Est-ce un mea culpa sincère qui dont les Africains devraient, les Africains en général, mais les Nigérians en particulier, devraient se faire à l'idée que finalement l'Occident a accepté, admis avoir pillé l'Afrique? Monsieur Rim, je suis tellement content de la manière dont vous êtes en train de mener ces débats, parce que ça nous permet vraiment de toucher le problème fondamental de la question. Voyez-vous? Et quand vous posez cette question, est-ce que c'est vraiment un véritable mea culpa? Est-ce que c'est vraiment une opération visant à aller dans le sens d'une réparation de tort, ou est-ce que c'est juste une opération de séduction? Là, c'est tellement de questions. Et on ne peut pas répondre directement par oui ou non si on n'a pas les éléments qu'il faut. Quels sont les éléments?
Commençons d'abord par rappeler à nos téléspectateurs, ils sont milliers qui nous suivent à travers le monde, que ce n'est pas l'Allemagne qui a volé ses œuvres. Il faut bien souligner cela. Ce n'est pas l'Allemagne qui l'a volé au... principe de recel, elle est tout autant coupable. Ce n'est pas l'Allemagne qui a volé ces éléments au Royaume du Bénin, ce sont les Britanniques, donc l'Angleterre. L'Angleterre en détient assez, un nombre très important. On a parlé de 3000, je sais que c'est faux. Tous les chiffres officiels avancés par les Occidentaux sont toujours réduits, revus en baisse. Bon, maintenant, les Britanniques eux-mêmes qui ont détruit le Royaume du Bénin, qui ont pillé, qui ont massacré, n'ont pas encore commencé à restituer, ne fût-ce qu'une seule œuvre. Premier élément qu'il faut déjà mettre sur la table. Deuxièmement, l'Allemagne, selon l'accord qui a été signé en 2021 avec le gouvernement du Nigeria, doit restituer en totalité 130 œuvres. Et je pense que vous avez les sources officielles comme moi, doit restituer plus de 130 œuvres. Donc, si l'Allemagne peut restituer jusqu'à 130 œuvres, ça veut dire que l'Allemagne en détient plus de 130. Bien sûr. Peut-être une petite précision, l'Angleterre n'en a pas restitué beaucoup, a fait beaucoup de promesses, mais elle a restitué quand même un coq en bronze et une tête, de monarque. Je précisais, c'est signifiant, mais il faut préciser quand même qu'ils ont restitué ces deux éléments. D'accord. Et de deux, l'Allemagne a au moins un grand nombre d'œuvres qui sont réparties dans plus de 20 musées en Allemagne. C'est ça. Et on nous précise clairement que le musée de Berlin à lui seul contient au moins plus de 440 œuvres très importantes du Royaume du Bénin. Ça, c'est la première précision. Deuxième précision qu'il faut mettre sur la table, c'est que l'Allemagne n'est pas la première nation, le premier pays européen à restituer les œuvres aux Africains. Non. Nous avions eu la dernière fois la France restituée au Bénin un certain nombre Patrice Talon avait fait le déplacement justement jusqu'à Paris. Patrice Talon, comme vous le soulignez très bien, monsieur les journalistes, donc ce n'est pas une opération isolée. Ça veut dire que quelque part, il y a une prise de conscience au niveau européen qu'à un certain moment, il faut naviguer avec les consciences du moment. L'Afrique a tellement pris conscience de ce que les Occidentaux appellent eux-mêmes en anglais des rapts, donc le viol. Voyez-vous, ils ont violé l'Afrique, ils ont violé l'humanité, ils ont violé les consciences de l'humanité. Et quand vous violez les consciences de l'humanité, il y a ce qu'on appelle un dépôt psychologique de l'humanité, où sont stockées toutes les énergies constructives des grandes civilisations. Quand vous allez dans le sens contraire, ça finit par retourner contre vous. Donc quelque part, ils en savent. Maintenant, je ne veux pas revenir sur la viabilité des œuvres, parce que quand vous regardez l'apport d'abord historique, l'apport scientifique que les œuvres africaines volées ont apporté à l'Occident, c'est énorme. Je vais vous en donner quelques précisions. Premièrement, quand ils ont pris les œuvres africaines, ils ont apporté dans leur musée, aussitôt qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé même des musées humains. C'est-à-dire quoi? Ils venaient au Congo, ils prenaient des Congolais, ils venaient au Cameroun, ils venaient au Sénégal, et ils faisaient une sorte de foire où ils exposaient les nègres. On a pour preuve l'une des plus réputées, l'avenue Sautantote. Exactement. Donc on vous exposait pour que l'humanité blanche vienne voir les sauvages africains pour justifier donc l'action qu'ils menaient sur le terrain en Afrique. On les considérait comme des sous-humains. Mais en parallèle, il y a une opération qui s'est passée, que beaucoup de gens ne savent pas, qu'un professeur d'histoire congolais, M. Elikia Mbokolo, a bien dépeint dans son ouvrage, que dans les coulisses, il prenait ces Africains pour qu'ils leur expliquent le sens des masques des œuvres d'art volées. D'abord le sens symbolique, ce que ça représente dans l'imaginaire africain. Parce qu'ils ont non seulement violé l'imaginaire et tripatouillé le patrimoine africain, mais ils ont aussi, par cette même méthode, procédé à un transfert de savoir. Parce qu'on vous prenait, on dit, ben, expliquez-nous ce que vous faites là. Oh non, le masque ici, c'est pour, par exemple, la fertilité. Mais est-ce que vous pouvez, par exemple, invoquer, invoquer, pas évoquer, invoquer
l'esprit qui est derrière cette masque, pour que nous puissions avoir par exemple la fécondité ou ceci. Ils l'ont fait. C'est un aspect que je voulais aborder tout à l'heure, mais pour rester justement dans le côté diplomatique et peut-être, vous me le direz, cosmétique de cette opération, les mots utilisés par la ministre des Affaires étrangères allemande qui engage son gouvernement et par ailleurs l'Occident sont quand même forts. Est-ce que justement on ne peut pas voir derrière cette tentative bon, pas tentative, mais cette reconnaissance officielle déjà des crimes commis contre l'Afrique, mais peut-être un processus derrière sous-jacent de restitution complète de ces choses-là, pour que l'Afrique rentre enfin dans ses droits. Est-ce qu'on ne peut pas y lire quelque chose de ce genre, de cette nature? Monsieur Rim, la question est bien posée. Permettez-moi de vous répondre de manière directe. Pour moi, la problématique posée rejoint mon ouvrage, malgré que ma maison d'édition, j'ai fait un clin d'œil à tous mes amis en France qui ont retardé la publication, mais le livre va sortir d'ici peu. Repenser l'unité africaine. Repenser l'unité africaine, où je parle même de cet aspect culturel. Je pense que ça évoque la problématique des frontières arbitrairement imposées aux Africains. Parce que le royaume du Bénin dont on parle, dont les Européens parlent maintenant, prenait une partie du sud du Nigeria et une partie du Bénin actuel. Donc il y a cette problématique. Voilà pourquoi ils ne veulent pas en faire un événement médiatique, parce que ça va reposer toutes ces questions, ça va ressurgir, n'est-ce pas, toutes ces problématiques mises sous-jacent dans les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Donc c'est très important. Mais pour nous, c'est vrai que diplomatiquement, c'est un geste fort, parce que l'Occident est dans la dynamique de ne pas demander pardon ni de s'excuser. Voyez-vous, la première personnalité européenne qui l'a fait, c'est le pape qui a demandé pardon aux Africains. Il y a même un pape qui est allé plus loin en vous disant que Dieu est noir. Ce sont des symboles très forts. Voyez-vous, mais nous Africains, nous panafricanistes, qu'est-ce que nous lisons derrière cette symbolique-là? Est-ce le temps de comprendre que l'Occident, en fin de compte, se rend compte que sans l'Afrique, il ne peut pas aller de l'avant? Est-ce que nous pouvons lire derrière tous ces gestes-là que l'Occident finalement atteint le déclin de sa pseudo-civilisation? Parce qu'en réalité, la civilisation occidentale n'existe pas. C'est une pseudo-civilisation. On ne veut pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en réalité, l'Africain doit comprendre que on n'obtient pas la liberté par une négociation. La liberté s'impose, on l'arrache, c'est comme le pouvoir. On arrache la liberté, on arrache le pouvoir. Nous n'avons pas besoin d'avoir une volonté ou une bonne volonté de la part d'une nation occidentale visant à nous restituer des œuvres. Je ne vais pas rentrer dans ce que Diabaté a dit parce que je l'ai pensé avant même qu'il le dise. Qui vous dit que les œuvres même qu'on vous restitue sont des originales? Qui vous le dit? J'étais en train de vous démontrer ici, non seulement qu'ils ont bénéficié du savoir-faire des Africains, et vous savez quel savoir, mais ça vous met mal à l'aise. Quand vous êtes capable de produire des œuvres en bronze, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous connaissez le feu avant que l'Occident vienne vous coloniser. Vous aviez la maîtrise du feu, vous aviez la maîtrise des éléments fondamentaux de notre écosystème, donc l'eau, l'air, le vent et le feu. Donc ça veut dire que vous étiez civilisé. Et donc ça veut dire que ça met en ébullition tous ces éléments. Et ils ne peuvent pas aller très loin. Donc moi je pense que c'est une opération de séduction à un moment où la Russie est en train de fermer les robinets. Il faut regarder le contexte géopolitique. La Russie est en train de fermer les robinets. Et curieusement, le Nigeria se retrouve être l'un des pays les plus producteurs du pétrole en Afrique. Qu'est-ce qui vous dit que derrière ça, il n'y a pas tout ça? Parce que l'Occident ne fait rien pour rien. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont bénéficié derrière ces éléments en termes d'énergie? Parce que mon ami, mettez-vous, je me rends compte, j'ai écrit un ouvrage pendant 10 ans, qui a été publié en 2015. Quand on me posait la question de savoir comment j'ai écrit, j'ai dit je ne sais pas. Parce que j'ai fait 10 ans pour l'écrire. Mon ami, quelles sont les énergies qu'un homme? Quel est l'imaginaire, le génie, la force? C'est-à-dire que le spirituel qu'un homme peut mettre dans une œuvre. Vous voyez là, masque à bronze et tout. Mais qu'est-ce qui est derrière ça pour amener ça à l'existence? Voyez-vous? Et je pense que Karl Marx a dit quelque chose. Les produits préexistent dans la pensée du concepteur. Donc ça veut dire que l'imaginaire africain était si fort
qu'ils ont produit ce dont nous avons. Et il y a eu des énergies, il y a eu toute une école, toute une éducation qui a pris. Et l'Occident a pris, ils ont copié toutes ces choses-là pour en faire autre chose à leur manière, sans restituer, ni même reconnaître, sauf Sarkozy, même s'il est mal perçu par les panafricanistes du monde entier. Sarkozy a dit quelque chose en 2007, je suis par là, monsieur Rim. Sarkozy a dit quelque chose à l'université de Cheikh Anta Diop. Ce n'est pas choisi par hasard, parce que Cheikh Anta Diop est l'un des Africains qui démontrait la négrité de la civilisation égyptienne. J'ai fait partie de cette école-là, puisque j'ai écrit aussi un ouvrage où j'ai démontré, mais pas en utilisant les termes scientifiques ou les canons choisis par Cheikh Anta Diop, mais là j'ai utilisé les termes spirituels et bibliques pour démontrer que l'Égypte antique était nègre. Voyez-vous? Puis je l'ai fait, j'ai complété ce travail-là. Mais je vous dis que Sarkozy a dit, sur le plan de la culture et des arts, nous avons été à l'école du nègre. Voilà. Donc, ça veut tout dire, n'est-ce pas? Ça veut tout dire. On veut bien croire que Prométhée est allé voler le feu à l'Olympe pour les juments, mais on veut croire aussi que ce Prométhée était certainement africain. Merci, docteur Prince Bénicris, d'avoir fait ce cours-là. Qui s'excuse, s'accuse-t-il? Est-ce que l'Allemagne, par ce forfait, reconnaît mondialement avoir pillé l'Afrique ou alors avoir été coupable de recel? Car on le rappelle, ce n'est pas l'Allemagne qui a colonisé ce pays, le Nigeria et le Bénin, mais a acheté des œuvres et les a exploitées, les a gardées. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères s'en est excusée il y a 2 jours au Nigeria lors de la cérémonie de restitution de ces œuvres-là. Passons par Fendom, ces œuvres-là ont-elles pu garder leur spiritualité de l'autre côté et être exploitées par les Européens? Ont-ils pu exploiter la spiritualité outre l'aspect économique de ces œuvres? C'est une excellente question. Je pense qu'on ne peut pas être tranché du point de vue de sa réponse. Parce qu'il faut aussi qu'on soit un peu sérieux sur ce plateau, parce que, comme Bénédicte Emma le dit, il y a des millions de personnes qui nous regardent et qui cherchent des solutions à toutes ces questions qui bourdonnent un peu dans leur esprit. Mais je peux prendre un exemple. Ici, les Britanniques, toujours, ils ont volé ici au Cameroun, dans un palais extrêmement important de peuple comme, c'est dans le nord-ouest, une œuvre majeure qu'on appelait la statuette Afro-Com. Et tout à l'heure, Diabaté Mandem, vous parlez des collectionneurs. Il n'y a pas que les musées sur le plan officiel. Les collectionneurs privés, c'est les plus importants. Oui. Ce sont eux qui alimentent dans cette opération de pillage. Ouais. Donc, cette œuvre d'art s'est retrouvée dans un musée aux États-Unis. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que chaque matin, quand on revenait, on trouvait qu'il y avait un véritable massacre dans le musée. Oui. Oui. Ça cassait tout. Et les gens se sont mis à réfléchir, mais qu'est-ce qui se passe? On remettait tout en ordre, on essayait de rabiboucher ce qu'on pouvait retoquer. Le lendemain matin, ça broyait encore tout. Le vigile en avait pour malheureusement. Donc finalement, on s'est rendu compte que la statuette là a un problème. Et on a tout fait pour ramener la statuette au Cameroun et la remettre à l'endroit où elle devait être. Ce fut un grand moment. Mais là, de restitution forcée, si vous voulez. Oui. C'est pour vous dire que tous ces objets ne sont pas totalement vidés de leur énergie. D'autres ne demandent même pas à être sur le sol pour être reconnectés, n'est-ce pas, à cet ensemble d'égrégores qui les permettent de revivre. Non. D'autres, même étant loin, continuent de vibrer. Mais c'est nous qui ne parvenons plus à percevoir cette vibration-là. C'est à ce niveau qu'il y a un véritable travail à faire. C'est nous qui nous sommes déconnectés, pas les autres. Nous sommes devenus plus qu'hybrides. Du point de vue spirituel. Des fantômes. Il faut le dire. Des fantômes. Deuxième chose que je voulais dire, j'aurais propre là avant d'aller dans le fond de la question. Deuxième chose, oui, tout à l'heure, Diabaté parle de Mabi, mais d'autres parlent de Mabéa. Ils sont entraînés avec Kribi, effectivement. Et là, on se rend compte qu'il y a encore de véritables sculpteurs. Ils n'ont pas disparu.
Donc vous voyez que quelle que soit la violence, la barbarie avec laquelle vous tentez de soumettre des gens, il y a toujours des espèces de réminiscences de quelque chose de profond qui reste et il suffit que la calme revienne, la nature reprend ses droits comme on dit dans nos forêts. Donc ça existe. Il y a des gens qui savent le faire. Il faut maintenant créer des conditions de telle manière qu'ils puissent comment dire ça, œuvrer en toute liberté pour recréer ce bien fondamental. Il n'est pas que mystique, c'est surtout l'énergie. Maintenant, sur le plan économique, même individuel, et ça m'a étonné que Béni Christ n'a pas fait écho de cela. Il y a des Africains qui se sont rendus compte que la question de l'art, il est essentiel, même sur le plan économique, au-delà du point de vue qu'on a évoqué là, à la fois culturelle et culturelle. Ce Congolais, Wendy de Colo, qui s'est lancé, et c'est lui qui a épousé la fille de Santos. Je vais en venir. Qui s'est lancé dans cette affaire-là. Il a été, jusqu'à un passé récent, le plus grand collectionneur africain. Oui, Syndicat de Colo. Syndicat de Colo. Le plus grand collectionneur d'œuvres d'art africain. Oui, il a hérité de son père de Colo. Alors, vous savez comment il est mort? De manière bizarre. Noyé dans l'eau. Non, on a simulé sa mort. C'est à Abu Dhabi. On est dans une plongée, il a jamais fait la plongée sous-marine, mais il est mort de manière bizarre. Donc il parle d'une piscine. Jusqu'aujourd'hui, sa mort n'a jamais été élucidée. Pourquoi? Parce que dans le monde là, vous avez dit quelque chose qui paraît anodin. Le peuple mabéa, quand on regarde, on dit que c'est tout. On connaît les grands peuples camerounais, on connaît les Babliqués, les Bamoun, les Bassa, les machins. Mais ce peuple-là, il produit les œuvres d'art qui sont vendues à plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Une seule. Vous voyez ce qu'il y a derrière comme sur le plan économique, comme industrie économique. Bon, donc je pense que je vais une proposition peut-être qui ne va pas satisfaire. Premièrement, l'Union africaine, quand ils bavardent, on dit que les gens font la diplomatie, ils font machin truc là. Ils ne comprennent pas que la culture là, ce n'est pas seulement danser. Mais d'ailleurs, je vous relance, grand frère, excusez-moi, je ne suis pas le journaliste de l'émission. Tout à l'heure, j'ai fait une observation pendant l'élément. Je vous ai dit qu'il n'y a même pas les drapeaux de l'Union africaine dans cette restitution. Il y avait les drapeaux de l'Union européenne, du Nigeria et de l'Allemagne. Malheureusement. L'art, ce n'est pas seulement danser, mais l'art rentre aussi, même dans la conception des mathématiques, de l'architecture. Effectivement. La question des fractales, la question des nombres d'or, c'est dans l'art africain. Il parlait là de cubisme tout à l'heure, vous avez à juste raison, vous êtes revenu sur Picasso, mais lui-même il le dit. Il dit, mais c'est ces gens-là. Alors, les gens font semblant de découvrir qu'en Chine, la loi de la relativité, mais allez voir dans l'art africain, vous serez surpris. Des précisions mathématiques, scientifiques, inimaginables. Donc, c'est nous qui sommes déconnectés. Et il faut qu'on se reconnecte. Mais pour cela, il faut un travail, il faut une pensée, il faut une organisation. Je serais même... c'est pour ça que je dis que peut-être je vais un peu vous surprendre. Parce que quand je regarde notre Union africaine, qui est incapable de penser le développement de notre continent, commençons même dans un premier temps. Pardon, si vous êtes gentleman agreement, avec ce qui est visible, avant de faire l'inventaire réel, pas supposé, de ce qu'on nous a piqué. Mais avec ces musées-là, occidentaux, là, on dit que, ok, parce que vous nous avez appauvris, nous sommes dans la misère. Il faut avoir l'argent pour faire le tourisme culturel, là, il faut avoir l'argent. Pour entrer dans un musée, ça coûte, hein. Le tout n'est pas de dire, faisons revenir nos œuvres ici. Qui va prendre le temps de payer un voyage, aller à Fumban pour regarder? Ou bien si on reçoit à faire quelque chose sur la Babia, ou bien on est au Cameroun, moi j'étais à Maroc, j'étais complètement impressionné. Les gens là, qui servent de petits robinets publics où les gens se désaltèrent au bord de route, hein. Mais regardez, artistique, l'esthétique artistique de ces grands genres là, mais c'est incroyable.
Il faut noter qu'elle conserve une température assez forte. Ah oui, toujours une température qui me donne envie de continuer à boire à tous les bouts de la rue. Donc je dis que qu'on fasse un gentleman à Brugman avec les grands différents musées là, on leur dit bon ok, juste hier là, parce que la question s'est posée avec la compensation au niveau de la Namibie, le peuple heureux qu'on a massacré. Dans un premier temps, l'Allemagne a donné une somme, maintenant on est encore revenu à la discussion. Non, que l'Union africaine prenne, on dit, vous nous donnez la moitié de ce que vous avez comme entrée dans vos musées. De la moitié. Et cette moitié-là, on crée une espèce de fonds quoi? Fonds souverain africain de l'art souverain. Et là, on construit des villes en Afrique dédiées à l'art. Des villes modernes. Les gens font des villes modernes dans leur village. Qu'on nous fasse des villes modernes. Que cette ville-là, pour y aller, soit exonérée de tous vos histoires de visa. Parce qu'il faut qu'on crée une incitation au tourisme. C'est comme ça qu'on va obliger les autres de venir et nous donner leur argent pour voir nos objets d'art. Et mieux, qu'on fasse un autre agencement, qu'on en fasse des pôles de créativité permanente. Parce que l'art ne s'est pas arrêté. La créativité ne s'est pas arrêtée. Qu'on ait encore de nouveaux sculpteurs, de nouveaux forgerons, de nouveaux types, de nouveaux, qui vont continuer à repenser la spiritualité et l'art africain à l'aune des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Je peux vous dire que les gars, ils vont produire des choses géniales. Les architectes africains, le bâtiment africain, nos villes, regardez comment sont nos villes. C'est des poubelles, parce que quand tu prends, n'est-ce pas, il a parlé des artefacts, des anciennes cités comme Tombouctou, vous voyez comment les architectes de Tombouctou ont construit la ville de Tombouctou. Elle est en harmonie avec la nature. Quand vous voyez les trucs de Tombouctou là, vous voyez les bambous qui traversent, vous croyez que c'est quoi? Les gars, ils ont regardé le cactus. Comment faire pour avoir une température ambiante à l'intérieur pendant quand il fait trop chaud à l'extérieur, etc. Comment faire, comment dire ça, de respirer la maison, une climatisation naturelle, si vous voulez. C'est ça Tombouctou. Oui. C'est le cactus. Moi, c'est un grand architecte qui m'a expliqué le concept. Il a parlé d'une Moyo, mais un autre Edouardine. La question de même des nombres dehors. On pense qu'ils ont été cloisonnés. Non, ils ne sont pas cloisonnés. On va continuer à inventer. Voilà. Donc je pense que cette question-là, le tout n'est pas de dire on va se battre pour qu'on récupère nos œuvres. Mais quand on va les faire revenir, la conservation va se faire comment? Allez au musée de Yaoundé. Mais vous pouvez devenir fou. Donc il faut créer un ensemble de mécanismes, de données, de structures qui feront que l'art ne sera pas seulement vu comme on était gamin d'un junjou. Non. Mais on va en faire un objet économique, de rentabilité économique, au même titre que notre sol et notre sous-sol. C'est possible de le faire. Et là maintenant, tous ceux qui tournent tout autour, ceux qui savent écrire, ceux qui savent faire des séminaires, ceux qui savent faire des rencontres, ceux qui savent faire de tourisme, n'est-ce pas, culturel, c'est toute une économie que l'Afrique peut construire autour de cette affaire-là. Mais pour bien le faire, là, je suis d'accord avec Benny Chris, vraiment, il faut casser nos frontières. Nos frontières, ne correspondent pas à une telle vision. Moi, j'étais au Bénin, j'ai vu les rois d'Abomey. Vous voyez un roi qui arrive, il est avec des objets d'art, mais paré en or, d'or. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc, ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire? Je suis allé dans la ville de Vaudou. J'ai vu des choses, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais il y a une connexion. Organisons-nous mieux pour que les gens ne viennent plus nous jeter des miettes au visage et on organise des séances, je ne sais pas quoi, pour dire qu'enfin notre diplomatie est en train de travailler. À la preuve, on a récupéré 2 tambours chanteurs, je ne sais pas, des Acham en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme ça qu'on va recréer le lien qui s'est cassé avec ce monde ancien qui est le nôtre sur le plan spirituel, qui va nous permettre de nous bonifier et d'exister
sur le plan international, sur le plan de notre planète, comme des êtres. Dit, premièrement. Mais deuxièmement, qu'on va profiter, puisque maintenant, apparemment, on a découvert que les gens sont friands de l'art africain, qu'on va profiter de cette malle-là, qui est aussi important que l'or, le diamant que nous avons, voilà, pour créer des conditions économiques et progressivement aider l'homme africain, un, à sortir de la misère, deux, d'être un pôle économique qui produit, n'est-ce pas, à des quantités hors pair des œuvres d'art qui sont prisées un peu partout dans le monde, et puis, troisièmement, justement, rebâtir, j'insiste là-dedans, ce lien fondamental qui pourra plus tard déboucher. Je crois qu'on a pu beaucoup de chefs Kanta Diop, des Kala ou Mutunde, peut-être dans l'avenir une véritable religion africaine en accord et en concordance avec l'Afrique elle-même. On ne les a peut-être plus encore en chair et en os, on les a en esprit. Et on se réjouit aujourd'hui d'avoir des patients parfaits d'hommes, des Diabaté Mandeng. Justement, c'est avec vous qu'on va poursuivre cet entretien pour en sortir. Est-ce que ce n'est pas véritablement là le drame des revendications africaines? Est-ce que aujourd'hui on n'a pas mis la charrue avant les bœufs? On demande la restitution de ces œuvres d'art. A-t-on des mécanismes de conservation? A-t-on au préalable créé des espaces où ces œuvres-là reviendront reposer en paix, mais en sécurité aussi? Est-ce que au final on est prêt pour recevoir ce qui nous appartient de droit? Nous ne sommes pas prêts. Il ne faut pas nous leurrons pas, nous ne nous cachons pas. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce que nous n'avons pas de politique culturelle. On n'a pas défini de politique culturelle. Mais remarquez, il y a une élection présidentielle au Cameroun. Aucun candidat ne parle de culture, n'a de projet culturel. Le seul qui a parlé de projet culturel, c'est Joshua aussi, qui a dit qu'il va transformer les maisons du parti du RDPC en salle de cinéma. Écoutez la nature du projet culturel des hommes politiques africains. Donc vous comprenez exactement que de Paul Biya à Ndjenga, personne n'a parlé de projet, n'a de projet culturel. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils s'énervent même quand tu parles de projet culturel. J'ai fait le tour de tous les candidats. J'ai demandé quel est votre projet culturel. Ils me parlent de droit d'auteur. Le ministre de la Culture au Cameroun croit qu'il est le ministre du droit d'auteur. Le droit d'auteur c'est important, d'accord, mais nous sommes le ministre de la Culture parce qu'on va s'occuper du droit d'auteur. Paul Biya m'a nommé, là, le président, je remercie le président Paul Biya de m'avoir nommé parce que je vais me battre pour qu'il y ait un vrai droit d'auteur, une vraie politique du droit d'auteur au Cameroun. C'est hilarant. Or, la culture, c'est en quelque sorte, c'est le ferment d'un peuple. C'est son ancrage spirituel. C'est-à-dire, la dynamique de développement doit être enclenchée autour de l'idéal culturel. Ce que ça rappelait la Weltanschauung, donc le regard du monde que vous avez. Or, chez nous, il n'y a pas de politique culturelle. Le ministre sait que la culture, c'est qu'il est ministre du droit d'auteur. Ça va. Il vient, qui est le président du droit d'auteur? Je ne l'aime pas. On interdit ça. Il recrée notre société de droit d'auteur, il met son gars à la tête. Il se partage de l'argent. Quand l'autre ministre arrive aussi, il crée. La Cour suprême se fâche même, il dit ils s'en foutent. Je suis le ministre. Tu seras là, reste là. Quand l'autre arrive, il crée aussi sa part. Non, mais vous voyez, c'est pourquoi on a beau ramener toutes ces œuvres, les déposer ici. Il va d'abord se poser, nous avons un problème. Comme on est, les Européens ont réussi à faire de nous, à faire de l'Afrique, un amas de peuples. Donc, les gens vont dire, c'est leur chose là-bas. Derrière le nationalisme béat, ils vont se dire que, Aka, on ramène les trucs des Bamouns ici, là, pour faire quoi? Laissez ça chez les Bamouns là-bas, c'est leur truc. Oui. Alors que l'État ne peut pas se projeter. Regardez qu'est-ce que je peux faire pour embellir le musée royal. Il y a un embryon. Il y a déjà le musée royal à Fumban. Qu'est-ce que je peux faire pour que le musée royal de Fumban soit le Louvre? C'est-à-dire quand le touriste part du Japon, de Chine, je m'en vais au Louvre camerounais. Je m'en vais au musée du Sultan Joya à Fumban. Et puis ça demande, Diabaté,
d'autres aménagements sur le plan des infrastructures. Il nous faut des aéroports à niveau, d'un certain niveau. Il nous faut des routes d'un certain niveau. Il nous faut des hôtels d'un certain niveau. Il nous faut des constructions urbanistiques, des hôpitaux, parce que la plupart de ces gens sont vieillissants. Souvent ils tombent malades et des maladies graves. Il nous faut des hôpitaux d'un certain niveau. Vous voyez, c'est toute une programmation économique. Hein, c'est tout un projet civilisationnel à la limite. C'est un projet civilisationnel. Oh, chez nous c'est juste la petite gloriole. Vous avez vu le petit spectacle des autorités nigérianes. Vous avez vu comment le président béninois a utilisé la restitution de... C'est un motif politique. Oui. C'est un prétexte politique. C'est-à-dire qu'il est allé en France. Pourquoi? Parce que les Français lui disent: ah bon, tu veux jouer aux nationalistes, le chemin de fer tu bloques. On te demande les trucs là au nord, tu bloques. Ok, comme c'est comme ça, tu oublies que c'est nous qui t'avons fabriqué économiquement. Tu dépends de la CFDT. Donc là où tu es là, sois sûr que tous tes avoirs, comme le malheur de ces gens, c'est de croire que quand on a beaucoup d'argent, c'est bien de le garder en Europe. D'abord, tu n'auras même plus 5 francs dans ton argent que tu as ici en Europe. Le gars vient, il s'entend, on lui dégoûte rapidement une réunion avec tous les hommes d'affaires européens. Français, ils vont là-bas, comment vous appelez ça, le GICAM là, le MEDEF. Le MEDEF. Ils s'assèrent avec tous les patrons les grands patrons du CAC 40, les 40 premières principales entreprises. Et chacun qui vient dit: moi je vais faire le chemin de fer, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et le président Macron débarque. Quand le président rentre, on lui met dans les mains les objets d'art, quelques objets d'art, et Ségolène Royal vient plastronner au Bénin en disant: ben, le Bénin c'est un grand pays sur le plan culturel. Donc le président retire les dividendes politiques, la France retrouve ses intérêts perdus, et de temps en temps, c'est là où on vous annonce que Boko Haram vient attaquer dans le nord du Bénin. Et donc il faut un point de chute à Barkhane. Et du coup, il se sent déjà obligé de venir d'appeler Barkhane au secours pour intervenir dans une zone où il n'y avait jamais eu d'attaque de Boko Haram. Donc on ramasse rapidement 3 touristes qui se promenaient fortuitement dans le camp. Boko Haram a fait des otages. Vraiment, l'armée française doit sécuriser. Mais Diabaté, pour le Nigeria, il a dit, mais il n'est pas allé en profondeur. Vous savez qu'il y a une pipeline qui va partir du Nigeria pour arriver au niveau de la Méditerranée. Exact. Avec la crise russo-ukrainienne, on cherche des débouchés en gaz. Exact. Donc, la petite danse de ventre là, que la jeune fille là faisait là devant les autorités. Ça n'a pas fait un homme, c'est une diplomate, je vous en prie. Oui, mais ça fait rien, c'est quand même jeune fille. C'est la ministre. Cette danse de ventre, cette danse de ventre peut avoir d'autres objectifs. C'est-à-dire que le moment venu, quand on venait me dire que gars, pour le gaz, on fait comment? Vous avez vu que nous avons été quand même... voilà. Donc, et c'est ça qui est dangereux pour nous les Africains. C'est une manière de continuer de nous infantiliser, comme si on était incapable de comprendre les faits et gestes des autres. Comme si on n'avait pas une grille de lecture qui nous permet de bien comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Et les déplacements. Mais nous avons formé plein de nos frères qui sont des grands diplomates, même sur le plan international. N'est-ce pas que même Kofi Annan a été secrétaire général de l'ONU? Ça veut dire quand même qu'on a ce know-how. Donc quand je vois madame la ministre venir avec quelques objets d'art et donner l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, alors que nous savons pertinemment que en réalité le fond de leur approche diplomatique est ailleurs. C'est ce qu'on appelle le faux pour découvrir le vrai. Merci pour ces implications géopolitiques sous-jacentes. Diabaté, vous finissez? Oui, donc je dis, il faut que les Africains eux-mêmes définissent une vraie politique culturelle. Or, la politique est mise dans le sens de l'hégémonie économique et spirituelle. Or, l'Afrique ne peut rien là où nous sommes. On ne peut rien. On peut même ramener tous les objets dans là et les garder. Il faudrait les réanimer. Est-ce qu'on a un corpus de grands prêtres traditionnels?
capables de réhabiliter, de ranimer, de redonner de la vie à ces objets d'art. Première chose. Bon, sous réserve de savoir si ce sont vrais. Si ce sont eux qui sont vraiment revenus. Parce que nous, on croit souvent que le processus de vieillissement des objets d'art, c'est nous qui le maîtrisons. Les fripons qui sont là-bas en Occident, eux aussi sont capables de brûler les masques pour leur donner une apparence vieille. Antidatée. Donc méfiez-vous de ces gens. Donc, le problème, c'est qu'ils viennent là, on aura ça, on fera. Qu'est-ce qu'on fera de ça? Qu'est-ce qu'on fera bien de ça? Je veux savoir. Est-ce qu'on va valoriser ça? Est-ce qu'on va mettre ça dans les musées? Est-ce qu'on va créer de véritables musées? Est-ce qu'on va créer une véritable industrie de renouvellement? Est-ce qu'on est capable de leur donner leur spiritualité, de leur faire retrouver leur spiritualité, leur valeur? Donc, tout cela, c'est un ensemble de questions et qui ne peut ressortir que d'une véritable politique culturelle. Or, nous sommes très loin de ça. Nos ministères de la Culture ne nous servent proprement à rien. C'est sûrement des endroits où on va mettre ça. On cherchait un endroit où caser quelqu'un, un apparatique du régime. On le prend, on le case là-bas au ministère de la Culture. Et lui, il est très fâché parce qu'il se dit que comment il y a le bon ministère, pourquoi on me donne ça, le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme. C'est-à-dire qu'on me dénigre. Or, ce sont les meilleurs ministères. Donc, c'est ça le vrai problème de l'Afrique. Voilà. C'est ça le vrai problème. Les autres viennent là, ils ne peuvent pas, au grand jamais. Ils vont faire du petit spectacle là, mais au grand jamais, les Occidentaux ne peuvent engager une politique, un dialogue franc avec nous sur la question des biens culturels parce que ils ne peuvent, pas accepter que vous ayez c'est-à-dire plusieurs pôles culturels dans le monde. Ils veulent que c'est le Louvre qui soit à Berlin, on te dit que le musée d'Appler. À Londres, on te dit que c'est le muséum de Londres. On te dit non, ils veulent être... Parce que ça a un impact économique incroyable. Les gens partent du Japon, de Chine, de Russie, du Kazakhstan. On va au Louvre. Quand ils arrivent à Paris, on visite le musée du Louvre. Quand vous allez au musée du Louvre, à l'entrée du musée du Louvre, il y a une obélisque. On appelle l'obélisque de Luxor. Oui, l'obélisque de Luxor, il y avait 2 obélisques dans le temple et le pharaon rendait hommage au soleil. Les Français ont récupéré une obélisque qui a été vendue par un type qui s'appelait Mehmet Ali, un Turc qui est parti de son village, il arrive en Égypte, il dit qu'il est vice-roi d'Égypte, il a vendu. Les Français lui ont donné une horloge qui n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché à Alexandrie, c'est là. L'horloge d'Alexandrie, ça n'a jamais marché. Donc c'était un mensonge incroyable. Ils ont pris, c'est au musée du Louvre, c'est là à l'entrée comme ça. L'obélisque est là. C'est un bien sacré qu'on doit remettre à l'Égypte. Et ils disent officiellement que c'est fut un don de l'Égypte. Un don. Ils disent que c'est un... Tu donnes un tour qui ne t'appartient pas. Allez, on va sortir de cette émission. On l'a compris. C'est malheureusement ou heureusement un sujet qui devait être abordé et qui ne peut être traité en 1h30 seulement. Hélas, le professionnalisme nous réclame d'être dans les temps. Mais DBS Télévision qui se drape et s'habille justement de cette revalorisation de la culture africaine reviendra dans d'autres éditions et à d'autres circonstances sur ce sujet. Nous étions à Abuja aujourd'hui où la restitution des objets 20 en l'occurrence en bronze a été faite par l'Allemagne. Merci messieurs d'avoir participé à cet autre réveil panafricain en posant les bonnes questions et peut-être ceux qui nous regardent, les décideurs, pourront en tirer quelques bénéfices et commencer à construire ou à reconstruire là où il le faut. Patient Pafendo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci et bon week-end à vous. La prochaine fois on parlera du Cameroun, du contentieux historique. Je sais que c'est qui vous tient fort à cœur. Mais c'est déjà un contentieux, le contentieux de l'Afrique avec le monde occidental. C'est clair. Henri-Paul Diabaté-Mandeng, merci d'être passé sur ce plateau. Merci, j'ai failli dormir. Mais j'ai dit pour rien au monde, je ne peux rater cette émission parce que c'est quelque chose de fondamental dans l'Afrique. Et c'est Saint-Exupéry qui disait, lorsqu'il était retenu, il était dans le désert, son avion avait échoué dans le désert, un pas, toujours un pas. C'est le même pas, mais
il importe de le faire. Parce que si tu restes là, tu vas mourir. Donc, chaque jour, à chaque moment, tu fais un pas. Le pas là va te pousser vers les hommes et tu vas trouver la chance, le bonheur de survivre. Donc, chaque jour, nous poussons un pas. Mais ce pas-là, vous allez dire que ça ne bouge pas. Mais un jour, ça trouve dans les idées de la tête des gens. Ils disent, mais le gars là, il parle de quoi? Les gars là parlent même de quoi? Et voilà, on sera arrivé à destination. Merci, Dr Prince Béni-Chris, vous aussi, d'avoir participé à cette belle messe. Et je disais, comme André Malraux l'a dit, le 26e siècle sera spirituel ou il ne sera pas. Il était à la réalisation, Gaëtan Bikim, Marie-Hélène était au son, Bias Dalé et Stéphane était à la caméra. Merci à toute l'équipe de production. En continuant à reproduire avec une parfaite symphonie cette écolalie qui monte en cœur depuis les premières heures de ce combat, nous parviendrons certainement dans le silence de la forêt qui pousse à redonner espoir à ces millions d'Africains où se développera sur cette terre l'espoir, le bonheur et la dignité.